Bonjour à tous. On va se parler pendant une quarantaine de minutes de communication responsable et de marketing responsable. Et j'appelle à mes côtés donc Alexandra Lafay, qui est directrice déléguée communication, RSE et affaires publiques chez Média Transport. Merci. Et Aurélia Cocheteux, qui est directrice générale adjointe d'une agence qui s'appelle Pixelis. Et qui, j'ai vu aussi, a le titre de Sense Activist sur le programme. Donc, comme ma société s'appelle The Sense Activist, il va falloir m'expliquer un petit peu ce que c'est que le rôle de Sense Activist. Peut-être avant de commencer sur un premier tour de table, je voulais juste vous cadrer un petit peu le contenu de nos échanges. Donc, je suis Benjamin Hainaut, je suis consultant dans une société qui s'appelle Sense Activist que j'ai fondée il y a 2 ans. Je travaille sur ces sujets d'engagement pour les entreprises depuis plus d'une vingtaine d'années. J'étais directeur d'un cabinet conseil qui s'appelle Utopie et j'ai contribué à lancer un mouvement qui commence à devenir un peu connu aujourd'hui qui s'appelle Bicorp, puisque j'ai été ambassadeur de la démarche Bicorp pour la France pendant quelques années maintenant. Donc la place de la communication et du marketing responsable, finalement ça a été un petit peu le propos de l'introduction. Vous vous rendez compte, ça aura un rôle pour embarquer au-delà de cet auditoire, au-delà de tous les experts que vous rencontrez aujourd'hui sur tous les forums qui vous parlent de développement durable, finalement, lorsqu'on sort des murs, dans quelle mesure ces sujets intéressent, embarquent les vrais gens qui ne sont pas des experts de la RSE, qui ne sont pas des experts de l'engagement. Et je pense que ce pivot, en tout cas, il doit avoir un rôle très très fort grâce à la communication et la RSE. Je ferai un petit cadrage ensuite sur le contexte, mais peut-être pour vous présenter Alexandra et Aurélia. Alexandra, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais et quelles sont tes prérogatives et fonctions au sein de Média Transport? Et qui est Média Transport? Oui, alors bonjour à tous. Donc moi, comme c'est écrit, je suis directrice déléguée en charge de la communication et la RSE, notamment chez Média Transport. Alors Média Transport, en fait, c'est la régie publicitaire des gares SNCF, donc de l'ensemble des gares SNCF où il y a de la publicité, et de la RATP en région parisienne. Et puis on a une cinquantaine de réseaux aussi de transport un peu partout en France, pas à Bordeaux, mais dans d'autres villes. Et donc, en fait, on commercialise les espaces publicitaires exclusivement dans le secteur des transports. Voilà, globalement. Merci. Aurélia, qu'est-ce que c'est que Pixelis et que fais-tu en tant que Sense Activist chez Pixelis? Pixelis, c'est une agence de branding qui accompagne les marques pour faire en sorte qu'elles contribuent à cette transition nécessaire dans notre époque, en partant du principe qu'en fait les marques, qu'on le veuille ou non, ont un pouvoir d'influence énorme sur notre société, nos imaginaires et nos pratiques au quotidien, et autant essayer d'en faire des alliés pour cette transition plutôt que des ennemis ou des poissons qui vont à contre-courant. Je dirige cette entreprise qui est certifiée Bicorp, qui est indépendante, et Sense Activist, c'est ma raison d'être, c'est que mon métier me passionne, puisque pour moi, c'est la capacité à mobiliser tout ce qui fait sens, ce qui va résonner en nous, et associer aux émotions, à l'esthétisme. C'est cette équation sur laquelle je travaille au quotidien, puisque je pense que c'est par cette envie, cet enthousiasme qu'on peut mobiliser les foules pour aspirer à un changement, plutôt que d'y aller par la contrainte ou la peur. Alors, l'impact de la communication, vous l'imaginez, il est à 2 niveaux. Et c'est un petit peu autour de ces 2 niveaux qu'on va structurer nos échanges et les questions. Il y a peut-être déjà le fait de se poser la question sur l'impact environnemental, l'éco-conception, l'éco-socio-conception des supports, puisque lorsqu'on parle de communication, il y a des supports numériques, il y a des supports papier, il y a des PLV, il y a des affiches, il y a des posters, il y a des 4x3. Donc tout ça, c'est beaucoup de production, beaucoup de différentes consommations de consommables, de papier, etc. Peut-être chez Média Transport, sur cette notion d'éco-conception des supports, qu'est-ce que vous avez mis en place comme différents programmes aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs volets. Déjà, il y a le papier et le numérique, comme tu le disais. Il y a aussi le hors-média, les opérations événementielles. Donc là-dessus, ce qu'on a pu mettre en place, pour le papier, c'est bien évidemment pouvoir recycler les affiches papier après leur usage, éventuellement imprimer sur du papier recyclé, ce qui n'est pas toujours évident d'un point de vue technique. Il y a des sujets sur cela. Mais sur les mobiliers numériques, ce qui interpelle aussi le plus régulièrement en termes d'éco-conception. Là, l'idée, c'est de se dire, quand on fabrique un écran numérique, un mobilier numérique, comment est-ce qu'on peut optimiser l'ensemble des composants, c'est-à-dire mettre le strict nécessaire, c'est le principe aussi de l'éco-conception à la base, donc ne pas multiplier les composants à l'intérieur de l'écran. Pour être un peu plus concret, un écran numérique, c'est, comme vous pouvez le voir dans les gares par exemple, à l'intérieur, c'est comme s'il y avait un mini-ordinateur, un mini-PC. On peut faire le choix de mettre un mini-PC, c'est un petit peu la simplicité, ou alors de décomposer, d'aller vraiment aux composants et de mettre le strict nécessaire. Après, il y a la question de la consommation énergétique. Il faut savoir que les constructeurs ont travaillé sur ce sujet-là, sur les écrans numériques, mais comme sur d'autres supports, sur les télévisions ou ce genre de choses. Il y a quand même des efforts qui ont été faits sur le sujet. Aujourd'hui, nous, nos écrans numériques, ils consomment à peu près 2 à 3 fois moins qu'il y a une dizaine d'années, quand les premiers ont été installés. Donc ça, c'est évidemment un levier aussi important. Et au-delà de la consommation de l'écran à la base, il y a aussi la manière dont on peut le gérer, c'est-à-dire l'éteindre la nuit, évidemment. Surtout que nous, on est dans les transports, donc quand il n'y a pas de train ou de métro qui circule, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des écrans qui sont allumés. Et puis, c'est aussi adapter sa luminosité. Par exemple, on a aujourd'hui des écrans qui adaptent leur éclairage en fonction de la luminosité ambiante pour justement optimiser les consommations. Donc ça, c'est au niveau de la fabrication. Donc il y a la partie fabrication, la partie usage, et puis la fin de vie, qui est aussi une composante de l'éco-conception, où là, l'idée, c'est évidemment, dans le cadre de la maintenance, de pouvoir réutiliser ce qui peut l'être. C'est aussi du bon sens. Hein. Et après, dans le recyclage, de pouvoir exploiter dans les filières des 3E ce qui doit l'être en fin de vie du mobilier. Tu disais que vous aviez gagné des appels d'offres récents. En partie grâce à ces sujets-là, est-ce que cette prise en considération de l'éco-conception des supports dans les appels d'offres, travailler pour des grands opérateurs nationaux, privés, ce sont des choses qui rentrent de plus en plus fortement dans les appels d'offres? Et est-ce que ça fait vraiment pencher la balance au-delà du prix? Bien sûr, nous, nos 2 principaux clients, donc c'est la SNCF et la RATP, et donc c'est ces contrats qu'on vient de renouveler ces dernières semaines, et donc pour 5 ans pour la RATP et pour 10 ans pour la SNCF. Et c'est vrai que sur ces 2 consultations, les attentes en termes d'engagement environnementaux et plus largement de politique RSE, donc également avec les enjeux sociaux et sociétaux, était une partie non négligeable de la notation, et il y avait des vraies exigences en la matière, ce qui était peut-être moins le cas par le passé. Il y a des exigences fortes et c'est normal parce que ces 2 acteurs, comme d'autres bien évidemment, ont aussi leur propre politique RSE, leurs propres engagements, et ils ont besoin d'avoir des prestataires, des partenaires qui soient alignés avec leurs objectifs. Et sur l'évolution réglementaire, on parlait aussi des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, d'une pression réglementaire qui devient plus importante sur ces sujets-là. Quelle est ta lecture de l'évolution des futures lois sur ces points? Alors c'est vrai qu'on a été un peu sous le feu des projecteurs, la publicité extérieure. Aussi, alors, oui, c'est vrai, c'est très éclairé. Alors nous, ça ne nous concerne pas directement dans l'univers des transports. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une réglementation qui est assez distincte selon les univers, selon qu'on soit dans les transports, à l'extérieur, dans un magasin. Voilà, la législation n'est pas forcément la même. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a eu des nouvelles dispositions qui vont être en vigueur, qui s'ajoutent à un arsenal législatif et réglementaire qui est déjà important, parce que c'est un secteur, la publicité extérieure, qui est déjà très régulé d'un point de vue des implantations publicitaires, notamment de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Voilà. Et autre point sur lequel je voulais revenir
tout à l'heure par rapport à l'éco-conception que je n'ai pas évoquée, c'est la mesure de l'impact en fait, parce que l'idée c'est aussi d'avoir des éléments chiffrés sur le sujet, donc, et d'objectiver en termes de connaissances l'impact environnemental qu'on peut avoir. Donc le plus classique entre guillemets étant de se mesurer sur l'impact carbone. Donc nous on a conduit depuis 2018 une analyse du cycle de vie pour comprendre en fait, pour comprendre où étaient nos impacts et quelle devait être notre trajectoire. Et on parlait tout à l'heure des contrats avec la RATP et la SNCF. Là, on s'est engagé à pouvoir diminuer notre impact carbone de 17% sur le territoire de la RATP et de 45% sur la SNCF, à échéance 5 ans pour le premier et 10 ans pour le second. Merci. Aurélia, chez Pixelis, donc tu travailles pour plein de marques différentes, beaucoup de marques B2C. Comment ce sujet de l'éco-conception ou d'une manière générale la réflexion un petit peu, parce que peut-être que pour parler de PLV par exemple, la meilleure PLV c'est une PLV qui n'existe pas, ou peut-être que la meilleure éco-conception c'est déjà de limiter un certain nombre de productions de supports. Comment les marques prennent en considération ce sujet de l'éco-conception de leur communication au sens large ? Elles la considèrent comme tout produit finalement de leur chaîne de valeur, avec les experts qui vont venir mesurer l'impact notamment carbone effectivement de ce qu'elles initient. Après, nous, très rapidement, on les incite à aussi se poser la question du contenu, parce qu'une communication éco-conçue qui promeut une consommation qui ne serait pas vertueuse, au final, c'est effectivement peut-être pas très vertueux et impactant positivement. Du coup, nous, on les accompagne vraiment sur le côté fond, en fait. Et quels messages elles vont passer. Souvent, on fait le raccourci entre communication, publicité et surconsommation. Nous, on prend le pari, justement, de faire la part des choses, de penser qu'on a besoin de communiquer. Quand on voit toutes les belles initiatives qu'il y a, notamment dans les coursives, on a besoin qu'elles soient expliquées, que les gens s'en emparent. Et c'est à ce niveau-là que se situe notre combat, du coup, en super complémentarité avec des acteurs comme vous, pour avoir cette approche globale d'une communication éco-conçue qui, finalement, est utile dans le sens de l'histoire, quoi. Tu me parlais de marque enabler. Qu'est-ce que c'est qu'une marque enabler ? Oui, ça c'est en fait les différentes facettes pour nous d'une communication qui va vraiment être utile. Ça peut être une communication qui permet au consommateur, qui lui facilite le quotidien et notamment de mettre en œuvre ce à quoi il aspire. Par exemple, nous récemment, on a déployé la communication autour du programme de récupération de vêtements de petits bateaux. Et donc, c'est important de faire savoir aux consommateurs que désormais, Petit Bateau récupère tous les vêtements en boutique. Si on ne le sait pas, le consommateur ne joue pas le jeu et du coup, l'impact de récupération, de valorisation des vêtements n'a pas lieu. Donc, on voit qu'effectivement, je prêche pour ma paroisse, mais moi, je crois vraiment que la communication peut encore être utile au-delà d'être responsable et de faire moins. On pense vraiment qu'elle a un rôle à jouer dans la transition. Donc ça, c'est une des facettes de la communication enabler qui permet aux consommateurs d'aligner ses aspirations avec ses actes. Tu me parlais aussi de nombreuses innovations dans la communication et tu évoquais le cas Carrefour avec la plateforme qu'ils ont mis en œuvre. Oui, une autre dimension de la communication qu'on pourrait considérer comme étant responsable, back to basics, communiquer, c'est émettre un message, écouter une réponse, puis engager la conversation. On a un peu oublié des fois, parce que la com, c'est tellement des choses qui peuvent être très descendantes. Nous, on prend le pari aussi que demain, la communication, elle sera sur ce pied d'égalité avec le consommateur. Et ça passe par une étude de cas qui peut être celle de la mission zéro plastique, associée à Carrefour. Donc sur le papier, moi, j'ai suivi l'initiative avec intérêt parce que ça m'interpellait. Et finalement, ça a été en fait une plateforme collaborative d'échange avec les consommateurs, avec un Carrefour qui posait la question « Je souhaite réduire le plastique, l'usage du plastique dans mes magasins. Aidez-moi à identifier ce qu'on pourrait faire ensemble demain pour réduire dans le magasin, sachant que par ailleurs, sur ma chaîne logistique, je fais le travail. Mais là, avec vous, ensemble, qu'est-ce qu'on peut décider ?» Donc c'est comme ça qu'on a vu des solutions très concrètes en ressortir, comme il n'y a plus de plastique autour des fruits et légumes dans les rayons Carrefour, etc. C'est des choses qui ont été plébiscitées par le consommateur.
Mais ça, en fait, c'est un plan d'action, c'est quelque chose qui est vraiment dans le concret, mais ils ont décidé d'en faire une campagne de com. C'était à l'époque où c'était vraiment, et ça reste encore, mais vraiment la panique autour du plastique, là, il y a 2 ans, toutes les marques s'en emparaient, c'était de la surenchère de moi, c'est 100% recyclé, moi 100% recyclable, etc. Mais en fait, Carrefour a fait un petit peu quand même un contre-pied en arrêtant la surenchère des promesses et en se mettant plutôt en écoute. Et écouter, c'est déjà communiquer, en fait. Et tu me parlais aussi en préparant la table ronde de l'initiative sur la communication plurielle. Tu me parlais de Citeo. C'était quoi ce cas ? Oui, et puis c'est en écho avec la super intervention tout à l'heure qu'on a eue sur l'éco-conception. C'était le 4e type d'éco-conception que la personne citait sur éco-concevoir en écosystème. Mais aussi si la communication n'était plus juste une course à l'échalote de « je suis meilleur que mon concurrent », mais si finalement ces marques joignaient leurs forces pour adresser des sujets qui les dépassent, le plastique dans les océans, l'empreinte carbone, etc. Et à ce titre, et je crois que Citeo va intervenir cet après-midi, mais cette campagne de publicité que Citeo avait déployée, où on avait toutes les marques d'eau qui étaient là, on voyait leur logo tout ensemble, c'était presque choquant, mais c'était super, pour en fait inviter les Français à trier leurs bouteilles en plastique, en disant demain, cette bouteille Evian que tu as recyclée va devenir une bouteille Coca-Cola, et on avait toutes ces marques les unes à côté des autres, c'était choquant, mais en fait pour la bonne cause, pour celle du tri. Donc ça aussi, il faut savoir des fois joindre nos forces plutôt que d'essayer de tirer la couverture à soi. C'est aussi une nouvelle manière de communiquer. Sur le côté course à l'échalote, vous travaillez beaucoup avec des équipes marketing, et ça m'évoque il y a quelques années une réunion assez ubuesque avec une marque de lait, une marque de produits laitiers, où on réfléchissait effectivement à l'éco-conception des PLV en magasin, des messages, etc. Et on avait invité des commerciaux qui faisaient les implantations dans les magasins à venir travailler avec nous et le marketing. Et tout d'un coup, il y a 2-3 commerciaux qui étaient présents en disant « mais enfin, vous vous rendez pas compte, on n'a pas le temps de faire les implantations que vous attendez de nous. Donc les PLV, elles restent dans les coffres des voitures et elles vont directement du coffre à la déchetterie sans jamais être mis en place. » C'est assez schizophrène, c'est-à-dire que la communication, on a vocation à dire tout ce qu'on fait bien, on a vocation à le dire beaucoup, tout le temps. Comment est-ce que vous arrivez à freiner les élans marketing des marques qui, c'est juste, cherchent à vouloir marquer le client pour vendre plus? On va chercher avant tout, nous en tout cas c'est notre manière de faire, puisqu'on est en mode branding for good, donc on veut que ce qu'on initie soit vraiment utile, donc on va chercher le sens. On parle du sens, et donc si la seule finalité est de vendre, nous typiquement ça nous intéresse pas directement. Et puis surtout, nous ce qu'on aime bien, c'est faire que les projets de communication soient fédérateurs. Donc on parlait des commerciaux avec ces PLV, il y a le consommateur, il y a le distributeur. On pense que finalement ce sujet communication peut venir réunir tous ces acteurs pour un peu changer les règles, notamment en termes de marketing et de consommation. Donc on peut difficilement, on est passé sur les messages, vous avez compris, on peut difficilement parler du contenu des messages sans évoquer l'autorité de régulation, donc la RPP, l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, qui finalement donne un cadre réglementaire, normatif, sur les différents messages. C'est-à-dire que vous pourriez-vous estimer que telle communication, c'est un peu les éléments qui reviennent souvent, c'est du greenwashing, mais finalement, qui contribue à aider à savoir si c'est du greenwashing ou pas? C'est l'ARPP. Et donc, l'ARPP va vous orienter sur des guides, soit très précis, soit plus soumis à interprétation. Mais c'est très très important aujourd'hui de se référer systématiquement à ces guides-là. Donc typiquement, il est écrit dans un des textes de l'ARPP sur communication et développement durable que l'annonceur, la marque, doit prendre en considération la proportionnalité de l'impact environnemental de son produit. Que la marque doit prendre en considération l'impact collatéral indirect de son produit. Et typiquement, j'ai fait un post la semaine dernière sur des publicités. En ce moment, vous devez voir autour de vous beaucoup de publicités pour des véhicules hybrides. Donc il faut savoir que les constructeurs automobiles, c'est le Green Deal européen, ne pourront plus commercialiser des véhicules neufs thermiques à partir de 2035.
Donc tout le monde accélère très très fortement sur, on va dire, les alternatives, l'hybride et l'électrique. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez beaucoup de publicité sur les hybrides. Et il y a parfois des messages qui sont un peu interpellants lorsque le nouveau véhicule de Renault Arcana a une signature qui est hybride par nature. On pourrait se poser la question de, tiens, est-ce que ça rentre ou pas dans le guide de la RPP? Vous avez aussi un véhicule BMW full électrique qui vient de sortir. Et c'est pareil, on reprend un peu tous les codes de il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B. Vous retrouvez que des grands messages écologistes pour vendre un SUV hybride. Et typiquement, sur les SUV, vous ne le savez peut-être pas, mais un SUV, donc, c'est très très lourd, c'est très encombrant. Il faut beaucoup de batterie pour faire bouger ces véhicules-là. Et une petite véhicule thermique est moins polluante qu'un SUV. C'est l'ADEME et le WWF qui ont fait un rapport sur ce sujet. Donc l'importance finalement des messages sur l'évolution des comportements, savoir se référer aux réglementations et propositions de la RPP, dans quelle mesure cette instance, qui est censée être un peu le juge de paix, on va dire, influence vos différents métiers. Alexandra, sur votre relation avec la RPP? Alors nous, on travaille très régulièrement avec eux. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a en effet ce sujet sur la proportionnalité des messages et sur le fait d'apporter une preuve aussi. Parce que c'est aussi un élément potentiel du greenwashing, c'est de faire du déclaratif uniquement et de ne pas apporter la preuve. Donc ça aussi, je vais revenir sur comment on travaille avec l'RPP, mais ça c'est un point aussi important sur la preuve. Et autre point important dans les recommandations développement durable, la recommandation développement durable de la RPP, c'est la représentation. Parce qu'on le disait tout à l'heure, la communication, il y a aussi un rôle d'influence. Et dans les recommandations, il y a aussi le fait de ne pas afficher dans une publicité des comportements qui seraient contraires justement au principe de responsabilité. C'est par exemple, ou même à la loi en fait. Par exemple, on parlait des voitures tout à l'heure, faire rouler dans une publicité une voiture sur une plage, c'est interdit dans la vraie vie, c'est interdit dans la publicité aussi. Voilà. Et on peut aussi avoir des éléments sur le fait de ne pas avoir une publicité sur quelqu'un qui serait en train d'arroser de partout, où on serait sur du gaspillage de l'eau, par exemple. Ça fait aussi partie des recommandations. Plus concrètement, comment est-ce que nous, on travaille avec eux? Donc nous, en fait, tous les visuels, toutes les publicités qui sont diffusées dans les transports, elles font l'objet d'un contrôle. Donc par nos équipes en lien. Donc on a des équipes qui font que ça, qui contrôlent des visuels et avec différents niveaux d'analyse. Donc sur la conformité à la loi, à la réglementation et à la déontologie. Donc c'est le boulot de la RPP. Donc nous on sollicite la RPP quand on a des interrogations. Alors il faut savoir que c'est vrai sur le volet environnemental, mais c'est vrai sur plein d'autres sujets. Hein. Les recommandations de la RPP, elles sont aussi sur l'enfance, elles sont aussi sur les comportements dangereux, elles sont sur les comportements alimentaires avec des évolutions récentes. Les allégations cosmétiques aussi. Beaucoup de choses sur les produits sans, sur les produits anti-vieillissement, etc. C'est très très cadré. Et chaque année, il y a un rapport qui est fait par la RPP justement sur la conformité des messages à la déontologie, aux règles déontologiques. Et nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de marques, d'annonceurs, qui font appel à des arguments environnementaux ou au développement durable de manière plus générale. Je pense que chacun a pu le constater aussi ces derniers mois et ces dernières années sur cette accélération en fait, des prises de parole des marques sur ces sujets-là. Donc le contrôle et le suivi est de plus en plus important. Voilà. Et nous, en fait, dans la publicité de transport et publicité extérieure de manière plus large, le contrôle, il n'est pas obligatoire avec la RPP, contrairement à l'audiovisuel. Mais nous, on a pris depuis déjà le Grenelle 1, donc ça date, un engagement de soumettre à la RPP tous les visuels qui comportent une allégation environnementale. Ça permet de jouer un rôle de vigie. Alors on est au bout de la chaîne, hein, on est juste avant la diffusion, on n'est pas en amont au niveau de la création, mais ça permet quand même de faire un dernier rempart pour justement accompagner les annonceurs dans le fait de lutter contre les greenwashing, dont on connaît tous les effets dévastateurs pour les marques. Il y a un gros sujet sur la pub télé qui est très encadrée, très scrutée normalement.
Mais c'est vrai que plus on s'éloigne du spot télé et plus on est sur des parutions, sur des prospectus, dans la presse, etc., plus ça devient compliqué de cadrer, de tout lire, de tout voir pour la RPP. Et particulièrement sur le nouveau média qui est le numérique. Dans la volonté d'une marque d'être présent tout le temps, partout, et de parler de ses produits, finalement, sur vos téléphones, sur les sites internet, sur la façon dont vous êtes traqué, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et il se pose un peu la nouvelle question du marketing responsable du numérique. Aurélia, pour vous, chez Pixelis, la RPP, c'est plutôt une relation de l'annonceur avec la RPP ou c'est l'agence aussi qui doit être très au fait de ses engagements pour être capable d'être un meilleur conseil pour son client ? On se tient bien sûr au courant, on suit toutes ces recommandations et ces réglementations, mais nous, comme on n'est pas en publicité TV, c'est vrai qu'on n'y est pas du tout contraint. Et puis surtout, on pense que ça ne va pas assez loin. Quand j'entends effectivement et que je constate, comme toi, l'explosion de tous ces messages en développement durable et environnement, mais ça me fait peur parce qu'on n'est pas dupe non plus. Hein. En tant que citoyen, on voit bien que même si c'est légalement pas considéré comme étant du greenwashing, ça commence à faire beaucoup de bruit vert quand même. Donc nous, c'est là-dessus, on essaie vraiment d'avoir des points de vigilance sur le contenu de ce qu'on dit, la posture de la marque, avec plutôt des postures qui vont, on va les pousser à l'honnêteté, admettre qu'elles ne savent pas, admettre pourquoi pas des erreurs ou des oublis, donc qu'elles soient juste plus humaines aussi pour qu'on puisse les croire. La publicité plastique, tout est parfaite avec les paillettes. Je pense que c'est vraiment en train de toucher à sa fin. On a besoin de faire confiance aux marques. Et donc pour leur faire confiance, il faut qu'on comprenne aussi leurs imperfections. Et on a besoin aussi qu'elle soit dans l'ouverture, qu'elle soit pas du tout en mode autopromotion, qu'on sente qu'il y ait vraiment une place à l'écoute et que le consommateur soit considéré dans son entièreté et aussi avec sa capacité d'esprit critique. Des exemples de marques qui se remettent en cause récentes ou qui sont plutôt dans une posture d'humilité. Tu as des exemples? Jean-Tiet Liebig, qui a revu complètement son positionnement, ses recettes, avec un angle derrière qui était « on vous a entendu, on vous a compris, on a cleané les recettes, on a remis des produits frais, etc. » J'ai Liebig en tête qui a positionné un peu ça. J'ai aussi Fleury Michon, si vous vous souvenez, cette démarche qui s'appelait « Venez vérifier », qui était vraiment dans ce que tu disais, dans la démarche de preuve, en disant écoutez, vous, le surimi, vous ne croyez pas qu'on a cleané les recettes, vous ne savez pas comment c'est fait, etc. Mais venez, on va vous ouvrir les portes des pêcheries, les portes des usines, et on va vous expliquer comment on gère ces éléments-là. C'était une grosse campagne aussi de marketing, mine de rien. Tu as d'autres exemples récents ? Oui, qui sont peut-être moins sur la défensive, mais par exemple, quand Blédina ouvre les portes de ces agriculteurs qui sont de plus en plus engagés sur l'agriculture et génératrices aux consommateurs à l'occasion d'un temps fort annuel. Donc ça, c'est vraiment le discours et le jargon marketing, sauf qu'au lieu de faire un temps fort pour ces packs consommer des petits pots Blédina, ils vont décider de créer la cueillette des curieux et donc d'inviter les consommateurs à aller cueillir directement, par exemple, la pomme qui va ensuite, pourquoi pas, être retrouvée et transformée dans mon petit pot Blédina. Mais là, en fait, je vais directement en contact de la matière première, de l'agriculteur. Je peux lui parler. C'est de la transparence vécue, quoi. On n'est pas dans le rapport développement durable ou un indicateur mis sur une publicité. Je peux rencontrer la personne qui se cache derrière Blédina et qui a fait pousser les pommes que je vais manger ensuite. Donc il y a quelque chose d'assez toujours enthousiasmant qui est aussi simple, en fait, sans filtre, assez brut dans la rencontre entre vrais gens, quoi. Bien, question un peu pour toutes les deux, mais allez, on est entre nous. Franchement, est-ce que la publicité peut être responsable ? Est-ce que c'est pas juste, encore une fois, un pseudo-débat d'experts pour justifier le fait qu'on est dans une société de consommation et qu'on essaye de pousser des produits dont on n'a peut-être pas forcément besoin ? Est-ce que la publicité n'est pas le mauvais instrument pour changer le monde ? Allez, pas de langue de bois, là. On lâche les chevaux, on y va. Je pense vraiment qu'on peut aller vers une publicité responsable avec les deux volets qu'on a évoqués, hein, sur les supports comme sur les contenus.
Après, on ne va pas tout changer du jour au lendemain. Personne n'est naïf sur le sujet. Mais de voir qu'il y a des marques qui se saisissent de ces sujets-là, qui font en sorte de communiquer sur autre chose que sur le produit pur, parce que ça correspond aussi à une attente du consommateur. On a vu l'effet accélérateur de la crise sanitaire sur ces sujets-là, et sur l'attente du consommateur, qu'on lui parle d'autre chose peut-être que du produit. On a le même sujet d'ailleurs sur la marque employeur en termes d'engagement, et c'est aussi un sujet qui peut passer par la publicité. Donc évidemment, ça ne va pas être la révolution du jour au lendemain, mais les choses changent quand même, évoluent, et je pense qu'on peut être optimiste. On peut être optimiste sur le sujet. Tu évoquais que vous utilisez aussi régulièrement finalement votre force de frappe, qui est votre présence visuelle dans des transports, pour aussi donner finalement plus à faire valoir des projets philanthropiques, des prises de parole d'ONG. Tu peux nous en parler rapidement ? Oui, bien sûr. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière publicité et communication de manière générale, parce que spontanément, on va pouvoir penser aux grandes campagnes de grandes marques, de grands annonceurs, sauf que concrètement, la publicité et la communication, c'est pas que ça. C'est aussi la communication publique, c'est aussi la communication des associations ou des ONG, etc., qui ont aussi le besoin de communiquer et d'être visibles, de rendre visibles leurs discours ou leurs actes. Et nous, par exemple, comme d'autres acteurs publicitaires, on permet sur nos réseaux publicitaires, sur nos affiches, de gracieusement ou quasi gracieusement, de pouvoir avoir des associations qui communiquent, qui puissent bénéficier d'espaces de la même manière que les grandes marques, en fait, pour promouvoir leur projet. Tu me parlais aussi de montage financier sur les achats médias, où vous êtes capable de reverser une quote-part à des associations sur certaines campagnes. Oui, alors ça, c'est une offre qui existe chez nous, qu'on fait avec une start-up qui s'appelle Boon Today. Et en fait, là, c'est un levier d'engagement et de mobilisation pour les marques qui peuvent faire le choix de reverser un pourcentage de leur campagne à une association. Et concrètement, sur le panneau numérique avant et après, il y a la mention de l'association qui est soutenue. Et à chaque diffusion publicitaire, il y a un microdon, c'est le principe du microdon, qui est reversé à la cause qui est soutenue. D'accord. Alors Aurélia, s'il n'y a plus de publicité demain, si j'ai bien compris, tu es au chômage en fait. Donc tu vas répondre qu'il faut qu'il y ait de la publicité. Oui, mais non. Non, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Déjà, je suis complètement d'accord avec toi. La communication, c'est pas que juste pour vendre des chewing-gums. Ça peut aussi servir à la promotion d'actions vertueuses. Et encore une fois, toutes les initiatives qu'on voit là en sont l'exemple, et elles ont besoin de communiquer. Et on les aide, nous, et ça nous stimule énormément. Et il y a aussi, en fait, des deals qu'on essaie de mettre en place maintenant avec des marques un peu plus classiques, où on vient interroger la notion d'une communication performante. Qu'est-ce que c'est ? Avant, on était sur des indicateurs de notoriété, d'impact sur le chiffre d'affaires. Certes, on a besoin de créer de la valeur encore, donc oui, mais on aime aussi venir challenger et enrichir ces indicateurs de performance avec d'autres items qu'on va suivre. Ça peut être, par exemple, je parlais de petits bateaux tout à l'heure, mais ça pourrait être le nombre de kilos de vêtements ou de dons effectués suite à cette campagne de communication. Donc, nous, on aime bien aller chercher, comme il y a des indicateurs financiers et extra-financiers, mais ça serait intéressant pour vraiment réinventer cette industrie comme tout le reste des industries qui doivent se réinventer, de venir challenger la notion de performance dans cette industrie. Et donc, du coup, d'aller chercher des indicateurs qui soient aussi extra-financiers, associés à chaque projet. C'est pas facile parce que la chaîne d'acteurs est tellement complexe qu'on ne peut pas vraiment bien traquer et tracer les causes et des conséquences. Mais on y travaille et on le fait quasiment systématiquement sur chaque projet. Sur la campagne Petit Bateau, juste tu peux, alors on aurait peut-être dû venir avec un visuel, mais nous décrire l'idée créative que vous avez craquée pour justement démontrer qu'un vêtement pouvait passer d'enfant à enfant, de grand frère à petite sœur, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette campagne qui est très jolie. En tout cas, déjà, c'est intéressant parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on parte sur un besoin consommateur très, très évident
Et donc on s'est dit, ça va être pratique, on va leur proposer de vider leur placard. Et Petit Bateau s'était déjà tenté à adresser ce besoin, cet insight comme on dit. Et finalement, c'est pas ce qui résonnait le mieux chez le consommateur. Chez le consommateur Petit Bateau, le sujet, je vais moi aussi contribuer en recyclant les vêtements, à améliorer le quotidien, à essayer de réduire mon empreinte sur la planète, c'était le besoin qui était mis en priorité. Donc c'est pour ça qu'on a eu un nom de programme qui était « Changer demain », en mode « Changer demain le futur » et « Changer de main », seconde main. Et donc du coup, le visuel s'est complètement inspiré de l'univers de marque historique, avec, vous savez, des étiquettes qui grattent dans le dos, où on peut écrire nos noms et nos prénoms pour pas perdre nos vêtements quand on est gosse. Là, on a simplement allongé l'étiquette en disant que ce t-shirt, s'il est intégré dans le circuit de seconde main, pourra appartenir à Luc, à Benjamin, à Michel, etc. Ok, très joli. C'est un métier. On a une petite dizaine de minutes pour des questions. C'était compliqué de faire une présentation sans vous donner le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens sceptiques, critiques par rapport à ce qu'on a pu dire? Ou est-ce que vous avez bu les paroles des intervenants et vous n'avez pas de questions particulières? Levez la main, oui. Alors j'ai compris qu'il fallait se déplacer. Peut-être que c'est même mieux si tu viens à nous. Bonjour. Merci. Moi aussi, je suis dans ce même secteur. Mais quand je vous entends et quand je vois qu'on est sur un sommet des solutions pour la planète, j'ai quand même beaucoup de doutes. Parce que Médiatransport fait quand même de plus en plus de ce qu'on appelle les DOOH. Alors oui, ils sont éco-conçus, mais ils consomment beaucoup plus qu'un affichage qui est classique et vous multipliez donc, ces choses-là. Pixely, je crois que vous travaillez pour Danone, pour Coca-Cola, etc. Coca-Cola, c'est 20% de la pollution plastique des océans. À quel moment il faut que l'effort qu'on fasse tous ensemble soit beaucoup plus fort que ça, qu'on dise non donc à des marques, et à quel moment on leur sert de caution pour repousser le problème, et à quel moment, grâce à nous, elle repousse le problème encore plusieurs années. Et est-ce qu'on a encore le temps d'agir comme on agit? Merci. Voilà la question. Très bien. Merci. Merci. Alors, qui répond en premier? Alexandra. Alors, sur le DOH, donc DOH, c'est le petit nom, c'est Digital Out of Home pour la précision, c'est donc les écrans numériques. Effectivement, les écrans numériques se développent. Après, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir une vision globale sur l'empreinte environnementale. Et effectivement, les écrans numériques, ça consomme de l'énergie. Je ne vais évidemment pas dire l'inverse. Mais il faut avoir une vision globale sur l'impact carbone. C'est pour ça que nous, on a fait cette analyse du cycle de vie. Et quand on est dans une trajectoire d'implantation d'écrans, certes, mais aussi de diminution de l'affichage papier, c'est-à-dire d'avoir moins de panneaux papier, qui peuvent consommer aussi. Il n'y a pas que de l'affichage collé, il y a aussi des panneaux rétro-éclairés. On peut avoir une trajectoire qui soit à la fois vertueuse d'un point de vue de la diminution de l'empreinte environnementale avec le développement du numérique. Alors je sais que ça paraît contre-intuitif, mais c'est aussi pour ça que nous, on a fait cette analyse de cycle de vie dont je parlais tout à l'heure, pour objectiver les choses et pour aller parfois aussi au-delà des idées reçues sur le sujet. Ensuite, il faut savoir que la publicité dans les transports, comme plus largement la publicité extérieure, ça finance aussi les transports. C'est quelque chose qui n'est pas souvent su, mais nous, il y a la majorité, une grosse part de notre chiffre d'affaires qui est reversée à la SNCF, à la RATP ou aux opérateurs de transport avec qui on travaille et qui vient alimenter les recettes des opérateurs. Voilà. Donc la publicité dans les transports, elle contribue aussi au financement des transports, ce qui permet ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs publicitaires et évidemment on pense aussi au numérique. Aurélia? Yes. Moi, comme je le disais, on est sur la zone de transition. Donc, on travaille pour aussi des pure players, des marques qui sont censées être vertueuses. Et franchement, on en parlait ce midi au déjeuner, mais personne n'est vertueux, la perfection peut toujours être poussée, etc. Donc en fait, où se situe la ligne grise entre vertueux ou pas vertueux? Par exemple, Danone, société à mission, les marques pour qui on travaille sont Bicorp. Du coup, sur le papier, on a les labels qui vont bien.
Donc on est toujours en esprit critique sur le sujet, on est toujours en vigilance. Si je reprends Danone, qui est vraiment en plus le compte que je gère chez Pixelis, je vous parlais de l'agriculture régénératrice, c'est ça. On a fait tout un kit de sensibilisation aux équipes, notamment marketing, pour qu'elles comprennent ce sujet, qu'elles s'en emparent, qu'elles décident de changer de chaîne de valeur et leur pratique achat pour aller travailler de plus en plus avec des fournisseurs et des agriculteurs qui sont engagés dans cette démarche. Donc on y va en subtilité et on a pris le choix vraiment de travailler aussi avec les moins vertueux pour les inciter à changer. Certes, on n'a pas le temps et tous les jours, je me pose cette question, mais on décide en gros d'ouvrir les bras à un maximum de personnes pour créer des précédents. La communication, ça crée des précédents. Une fois que j'ai dit ça, c'est quand même compliqué de retourner en arrière ou de faire quelque chose à 180 degrés. On a les réseaux sociaux, on sait que les marques sont quand même assez scrutées. Donc, je pense que vous avez vu dans notre posture, on n'a pas du tout revendiqué avoir la vérité, etc. C'est un challenge, mais moi, je prends le pari en fait que la communication peut faire partie de la solution. Une dernière question, il reste 1 minute. Merci pour la question. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai déjà une remarque, c'est que vous avez parlé du fait que la communication, ça pouvait être aussi pour des démarches complètement vertes, qui sont vraiment les plus avancées parmi les vertueuses et des associations, etc. Mais je trouve ça un peu regrettable que finalement, c'est pas les exemples qui étaient cités là, parce que finalement, c'est pas vraiment vos clients et qu'il n'y ait pas eu justement quelqu'un pour représenter ce genre de démarche-là. Et ma question, c'est plutôt par rapport à... Vous avez cité la campagne où Citeo montrait toutes ces bouteilles avec les marques. Cette campagne, elle a été très critiquée par Zero Waste France, qui sont quand même des experts sur le sujet, et notamment le sujet d'impact positif et d'économie circulaire, en disant que c'était une promotion du recyclage qui masquait le fait que c'était un déchet qui, de toute façon, n'aurait pas dû avoir lieu à la base. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous ? Et que ça, quelque part, ça fait leur discours, c'est que ça fait une promotion de quelque chose qui est moins bien que ce qu'on devrait faire en fait, en réalité, c'est-à-dire éviter le déchet à la source. Juste pour le sujet des... donc là, on était sur un débat, entre guillemets, un peu technique de la communication responsable d'une manière générale. J'aurais pu le dire et me présenter, mais je suis au conseil d'administration de Surfrider Foundation, donc je peux aussi vous dire qu'une ONG comme Surfrider a besoin aussi d'éléments de communication, et je pense que vous avez peut-être, certains d'entre vous, en tête des très très belles démarches de communication qui ont été faites par et pour Surfrider Foundation. Donc je peux représenter cette dimension-là. Je peux aussi, pour connaître très bien les différents projets de Pixelis, on pose souvent la question de Danone, de Coca, mais Pixelis travaille aussi pour énormément de groupes associatifs et d'ONG, souvent gratuitement, donc ils mettent aussi ce service-là. Ça aurait été bien de les mettre plus en avant, alors peut-être, oui, avec plaisir, une prochaine fois, vous avez raison. Et pour Citeo, peut-être qu'Aurélia pourra aussi en parler, mais l'idée ici, c'était d'être capable de démontrer que, et c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus, sur des sujets d'engagement un peu transversaux, les marques commencent à mettre ensemble des budgets communs pour essayer de pousser des sujets. Là, donc c'était ça que je pense qui a été mis en évidence par Aurélia, mais tu répondras, je vais pas répondre à ta place. Cette campagne, elle n'a pas été financée par les marques, elle a été financée par l'éco-organisme dans son budget qui est voué à la communication pour la promotion de l'économie circulaire, pas à la promotion des marques en elles-mêmes. Et ces marques-là, Citeo, vous savez très bien qu'ils fonctionnent grâce au financement des marques derrière. Là où je vous rejoins, c'est que, bon, du coup, je prends ma casquette Surfrider. Le sujet n'est pas la recyclabilité du plastique, quel pourcentage de RPET dans la bouteille, etc. Puisque finalement, au bout du compte, le risque, c'est que ça devienne une sorte d'alibi à toujours commercialiser des bouteilles plastiques. Donc je comprends aussi tout à fait la position de Zero Waste sur ce sujet-là. Là, on était vraiment pour démontrer qu'il y a plusieurs... il y a des communications plurielles qui commencent à naître et qui sont intéressantes à regarder. En tout cas, je ne vais peut-être pas te donner la parole parce qu'on est en train de dépasser, je suis désolé, mais vraiment merci pour les 2 questions. Peut-être que aussi ce qu'il y a à retenir, et je crois que c'est Aurélia qui le disait tout à l'heure, la meilleure des choses à retenir pour tous, et je suis content qu'on ait eu un peu cet échange avec vous, c'est un peu une des rares je crois, c'est de garder son esprit critique et de jamais prendre pour argent comptant ce qu'on nous explique, que ce soit une communication d'ONG, une communication de marque, toute nature de communication, marketing ou publicité, il y a toujours un esprit critique à avoir
Et les contre-pouvoirs, comme l'Observatoire indépendant de la publicité, par exemple, sont des choses très, très intéressantes, en plus de la RPP. Voilà pour cette table ronde. Merci à tous et merci pour les deux qui nous ont posé une question. Merci beaucoup.